d'autres compétences langagières? Oui. Alors, c'est ce qui relève effectivement de la temporalisation, donc la capacité à dire l'avant et l'après, et ça a une conséquence, et cette conséquence, c'est la capacité à faire des hypothèses et mettre des éléments en relation, des éléments de causalité. Hypothèse de causalité. Vous avez dit, c'était un des points de mon discours de dernier cours, c'est qu'on suppose d'ailleurs que le développement du langage aurait deux grands moteurs qui seraient justement le récit, la capacité à dire l'avant et l'après, à se placer dans un continuum de temps, ou ces deux éléments-là, la capacité à mettre des éléments en relation. Si je chasse trop d'animaux, alors ils vont fuir et je n'aurai plus à manger pour cet hiver. Un fait, une projection dans l'avenir, une hypothèse. Et nous avons la capacité cérébrale de construire des discours de ce type-là. Donc le langage, il se construit, l'évocation, avec la maîtrise du temps et avec la capacité à faire des hypothèses et à mettre en relation les éléments. Alors, pour illustrer cette compétence, je vais vous distribuer un petit document. Alors, il y a 2 feuilles par personne, et puis il y en a une troisième qui arrivera par la suite. Il y en a une, c'est des images, une, c'est du texte. Donc, vous en avez 2 par personne. Et nous allons voir comment, justement, se manifeste plus exactement cette capacité langagière. C'est un enfant de 3 ans. C'est pas Un de vos camarades me pose une question, me dit qu'est-ce qu'il y aura dans le partiel. Ben, le partiel, ça sera une épreuve de type concours. Dissertation plus la partie grammaire lexique. Oui. Et puis là, je vous la laisse passer celle-ci, c'est celle qui manque
Vous en prenez chacun une et vous faites passer dans le fond. Bien, alors le document que vous avez là, vous avez donc sa référence. C'est un document qui est tiré d'un ouvrage collectif qui s'appelle Oser parler, pouvoir écrire, et il présente une situation. Et la situation, c'est d'essayer de faire verbaliser à un enfant de 3 ans ce qui vient d'être fait à propos d'un album. L'album s'appelle Il y a un cauchemar dans le placard. C'est un auteur assez célèbre qui s'appelle Meyer, Mercer Meyer, et un cauchemar dans le placard. Donc on vient de la situation pédagogique, on étudie avec un groupe d'enfants, on étudie un album, et cet album, une fois étudié, une fois observé, une fois lu, une fois mis en évidence les différents événements, éléments, on essaye de faire dire à un élève de 3 ans ce qu'il vient de lire, d'observer, ce que l'on vient de travailler. Et puis, 6 mois plus tard, on lui relit l'histoire et on lui demande de nous restituer l'histoire. Donc, on lui demande la même consigne à 6 mois d'intervalle. On étudie un album, qu'est-ce qu'il y a dans l'album? Et puis, deuxième phase, 6 mois plus tard, on lui relit l'album, on lui dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, nous dit l'élève. Donc, d'abord, la circonstance, Benjamin, 3 ans, 7 mois, 8 jours, enfant de petite section scolarisé dans une école de quartier ZEP, enregistré à 2 moments de l'année, en novembre et en mai. Novembre, il découvre l'école. En mai, il vient de finir presque la première année. Et il restitue la même histoire, il y a un cauchemar dans le placard. Donc, restitution de l'histoire en novembre. Donc, l'adulte commence, l'adulte dit, il était une fois. Il était une fois un petit garçon. Et Benjamin, donc l'enfant, qui avait peur d'un cauchemar, non, mais pourquoi il se réveille? Alors, l'adulte répond, parce qu'il a décidé de se débarrasser du cauchemar. Alors, Benjamin, et son papa et sa maman, il reste là tout seul. Oui, il reste là tout seul. Mais s'il tire, il tire. Il dit après, c'est moi qui m'a tiré un coup de fusil. Il dit ça, ouais. Alors, l'adulte, on raconte l'histoire depuis le début, un jour, Benjamin, un jour, il se débarrassait du cauchemar. Et l'adulte essaie de relancer. Alors, l'enfant, le cauchemar y arrive. Je sais, il y a un autre cauchemar. Alors, l'adulte, tu as raison. Alors, le cauchemar sortit du placard. Benjamin, ouais. L'adulte, et il marcha, comment? Benjamin, il glissa dans la chambre. L'adulte, il glissa dans la chambre. Alors, le petit garçon, Benjamin, il va tirer un coup de fusil. Après, il pleure. L'adulte, alors le cauchemar pleura. Benjamin, alors le cauchemar se mit à pleurer, pleura. L'adulte, voilà, alors le cauchemar se mit à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il dit, le petit garçon? Benjamin, il dit, arrête de pleurer, sinon tu vas réveiller mon papa et ma maman. L'adulte, alors il prend sa main et il l'emmena dans son lit. Et voilà, c'est fini. Donc, à 3 ans et demi, 3 ans, 7 mois, 3 ans et demi, on demande à un enfant de raconter une histoire qui vient d'être lue, ben, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Si on regarde 6 mois plus tard, qu'est-ce que ça donne? Benjamin, donc l'enfant. Il était une fois un petit garçon qui avait peur du cauchemar. Il prendait son fusil et il alluma et après il attenda. L'adulte dit alors le cauchemar, il sortit du placard et le petit garçon l'entenda glisser vers son lit. Alors il se mets-toi au coin du lit, sur le pied du lit, et le petit garçon, va-t'en, va-t'en. Et le petit garçon Lisa, va-t'en, car maintenant je tire sur toi.
Après, il tira, et puis il se mit à pleurer, et il dit, arrête, arrête de pleurer, tu vas réveiller mon papa et ma maman. Comme il n'arrêtait pas de pleurer, il le prend par la main et le met toi dans son lit. Donc, à 6 mois d'écart, on est dans une situation où l'enfant a besoin que l'adulte lui mette toutes les étapes, les unes au bout des autres, du récit, par des questions, par des amorces. Il était une fois, on recommence depuis le début, où il marcha comment. L'enfant n'est capable que de donner des idées qui sont plutôt déchronologisées, on va le voir dans un instant. Et puis 6 mois plus tard, il a acquis le langage d'évocation, mais il a aussi acquis la temporalisation. Le résultat, c'est qu'il est capable de raconter l'histoire du début à la fin, dans son ordre chronologique, et de l'organiser. Donc c'est ça l'enjeu de la maternelle. L'enjeu de la maternelle, en termes de langage, c'est de faire passer l'enfant d'une situation où, quand il n'a pas de support, quand il n'a pas d'éléments visibles sous les yeux, eh bien, il est capable de faire des phrases, mais ces phrases ont en permanence besoin d'être réorganisées, replacées les unes par rapport aux autres, rechronologisées, ou besoin d'être relancées par l'adulte pour fabriquer quelque chose. Ça, c'est le langage en situation sans support. Sans support, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne la première salle. L'enfant a en permanence besoin d'être guidé. Ou 6 mois plus tard, il a acquis la temporalisation. Et le résultat, c'est qu'il est capable, tout seul et sans support, de raconter l'histoire presque de manière complète. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement, on va étudier ces deux salves les unes après les autres. Ce dont il est question ici, c'est du récit. C'est du récit, c'est-à-dire c'est de la fabrication d'une histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? On appelle ça aussi une narration. Ici, un texte narratif, c'est un texte qui raconte une histoire. Un roman, une narration, une fable est une narration, un poème peut être aussi une narration. Bref, c'est un texte qui va raconter une histoire. C'est donc ce qu'on appelle un texte narratif ou équivalence, une narration. Et on voit à travers ces deux salves, avant et après, donc à 3 ans en novembre, et puis plus tard en mai, on voit que l'enfant, il va avoir des difficultés sur la notion de raconter, de narrer les éléments, en novembre qu'il n'aura plus en mai. Alors, pour pouvoir déterminer quels sont ces progrès, il faut aussi pouvoir déterminer ce que sont ces objets en soi et ce que le récit, et puis là où il est en coïncidence, l'élève, avec ce qui est attendu ou pas. On va amener une nouvelle notion aujourd'hui, c'est la distinction qui existe entre la cohérence et la cohésion. Cohérence et cohésion. Des termes qu'on trouve très souvent dans l'analyse des textes, l'analyse des productions d'élèves et qui sont essentiels quand on corrige ou évalue une production d'élèves. Vous pouvez avoir un sujet à l'oral, par exemple, avec une production d'élèves, et puis on vous demande d'analyser la cohésion de ce texte ou la cohérence de ce texte, voire les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohésion? La cohésion d'un texte, c'est le respect des normes qui sont des normes linguistiques. C'est le respect des normes essentiellement orthographiques et grammaticales. Autrement dit, le texte aura une cohésion suffisante quand il y aura un accord entre les adjectifs, les déterminants et les noms, quand il y aura un accord entre les verbes
et les noms quand il y aura une écriture des mots qui est conforme à ce qu'on attend de l'écriture minimale d'un élève. La cohésion, elle n'est jamais parfaite. Tout le monde fait des fautes d'orthographe, tout le monde fait des fautes d'accord. Tout le monde a besoin de se relire pour les éliminer. Mais progressant dans les années de l'école primaire, les élèves, ils ont une cohésion qui devrait être meilleure en meilleure. Donc, regarder la cohésion d'un texte, c'est regarder si l'élève il maîtrise les règles d'écriture, grammaticale et orthographique. Généralement, cette cohésion, on n'en tient pas compte spécifiquement quand les élèves ils produisent ou ils écrivent des textes longs. Ce n'est pas la première chose que l'on vérifie, la cohésion. Je développerai pourquoi dans un instant, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois en tant que créateur de texte. Quand on écrit, on est concentré sur certains éléments et pas forcément sur la cohésion. Et la cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est le respect d'un modèle. Le respect d'un modèle. C'est le respect, si vous préférez, d'un genre littéraire. Si je vous demande de m'écrire du théâtre, ben vous allez avoir tendance, sans doute, en tout cas c'est ça qui est attendu, c'est ça la cohérence, à me mettre des prénoms, des noms, voilà, des personnages, et puis ensuite ce qu'ils vont dire. Il y a une mise en page particulière du théâtre qui renvoie à la cohérence, c'est-à-dire au modèle du théâtre. Un nom, il dit, un nom, ce qu'il dit, un nom, ce qu'il dit. Si en plein milieu, vous me mettez des dit-il, des répondit-il, affirma-t-il, ben, c'est plus du théâtre. C'est plus du théâtre, c'est du style direct. C'est le fait qu'on reproduit les paroles avec des verbes qui indiquent qui dit quoi. Le théâtre, il a une cohérence particulière, il a une organisation, il a une forme très particulière d'écriture et de présentation des paroles prononcées. C'est ce qu'on appelle la cohérence du théâtre. Si je vous dis quelle est la cohérence d'un poème classique, la cohérence d'un poème classique, c'est d'être avec 12 syllabes par vers, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, 12. Fatigués de porter leur misère hautaine, ça fait 12 encore. De Palos de Beauguerre, fils des capitaines, partait ivre d'un rêve, et brutal. Bon, voilà, 12, 12, 12, 12, 12. Puis ça rime. Voilà, ça rime à la fin. Et la cohérence de la poésie, vous avez appris ça de la poésie classique, il y a des modalités de rime. Le premier vers rime avec le quatrième, le deuxième avec le troisième. Ou alors le premier rime avec le deuxième, le troisième avec le quatrième. Ou alors le premier rime avec le troisième et le deuxième rime avec le quatrième. Bon, vous vous rappelez de cela, c'est ce qu'on appelle des rimes plates. Une rime plate, la première avec le deuxième, le troisième avec le quatrième vers. Des rimes embrassées, 1, 4, 2, 3, ou des rimes croisées, 1, 3, 2, 4. C'est des modalités. En tout cas, ces modalités renvoient à la cohérence de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire le modèle. Donc, il y a une cohérence de la description, une cohérence du dialogue, une cohérence de la poésie, une décohérence de la poésie, cohérence du théâtre, cohérence de la fable, cohérence du conte. Il y a des modèles qui font que c'est, bah oui, ça c'est une fable, ça c'est plutôt une pièce de théâtre, ça c'est, voilà, modèle. Quand les élèves produisent, quand ils écrivent, quand on leur demande de produire des textes, nos programmes insistent sur la cohérence du récit, dont nous allons parler dans un instant, cohérence de la description, comme on fait une description, cohérence du dialogue, comme on fait du style direct, du style indirect. Nous avons encore la cohérence des différents genres littéraires, la poésie,
le théâtre. Il est souvent sacrifié, le théâtre, au cycle en école élémentaire. Et puis, le conte et la fable. Donc, nous avons à faire lire et produire les élèves sur ces différents modèles. On va leur demander de maîtriser ces modèles. Simplement, quand un enfant il écrit, en général, dans les phases d'écriture qui succèdent, on va d'abord s'intéresser plutôt à la cohérence, est-ce que ça respecte le modèle, puis dans un second temps seulement, s'intéresser à la cohésion. Pourquoi? Parce que si dès que l'élève il produit 3 phrases, on raye tout parce que c'est faux au point de vue de la cohésion, évidemment, ça ne va pas l'aider dans son acte de création et d'écriture. Pour prendre un exemple ici, il se nettoie au lit, il attenda. Au point de vue du récit, d'abord, effectivement, l'enfant se met au lit, puis ensuite, il attend. Après, il tira le cauchemar. Point de vue de la cohérence, c'est bien des actions qui succèdent. D'abord, il se met au lit, ensuite, il attend le cauchemar, et après, il tire dessus. Mais si à chaque fois, vous dites, ça ne va pas, ça ne va pas, et puis s'il vous met un T ici, ça ne va pas non plus, si vous corrigez à la fois toute la cohésion et toute la cohérence, rapidement, tout devient tout faux partout. Donc, quand on corrige, quand on analyse une production d'élèves, en général, on distingue ce qui est la cohésion, le respect de la forme, de la cohérence, le respect du genre. Ce qui est essentiel, c'est le respect du genre quand on étudie le genre. Et puis ce qui est essentiel, c'est la cohésion quand on étudie la cohésion. Mais on distingue ces deux maîtrises-là. Voilà pourquoi, en termes de concours, d'oral, il est possible qu'on vous demande successivement d'analyser une production d'élèves au point de vue de sa cohésion, d'abord, qu'est-ce qui ne va pas, et puis de sa cohérence dans un second temps, qu'est-ce qui ne va pas dans le genre, ou vice-versa. Et c'est deux champs qui sont assez dissemblables. Si on veut ici s'intéresser à la maîtrise du récit par ce petit Benjamin, il faut qu'on se demande quelle est la cohérence du récit et puis ce que l'on maîtrise de ce récit. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence du récit? Je vous ai dit, par exemple, sur le théâtre, c'est la mise en page particulière, c'est les paroles prononcées. Sur le théâtre, c'est la versification, c'est le nombre, la taille des vers. Un récit, une histoire, un texte narratif. Quels sont les éléments que l'on trouve dans un texte narratif et qui fait la différence avec les autres types de textes? C'est quoi un récit? Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Un film, en général, c'est un récit, une histoire. Un roman, c'est évidemment un récit. J'ai dit tout à l'heure une fable aussi, ça raconte quelque chose. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sa gueule à fromage. Maître Renard par l'odeur à l'épée lui tinte à peu près ce langage. Là, nous avons des caractéristiques de la fable, certes, mais nous avons des caractéristiques aussi du récit. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Si je vous dis racontez-moi une histoire, quelle caractéristique elle aura votre histoire? Oui. Alors, elle peut être fictive ou réelle. Donc, on ne peut pas dire que ce soit donc un critère distinctif puisque c'est l'un ou l'autre. Et si vous me dites, si je vous dis qu'est-ce que vous buvez le matin, puis que vous me dites, on peut boire du café ou du thé, ça ne dit pas ce que vous buvez, ça me dit simplement des potentiels. Donc, fictif ou réel, ça peut effectivement, c'est une caractéristique du récit, effectivement, mais vous voyez que ce n'est pas distinctif puisque ça peut être l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité? Oui. Alors, il y a effectivement une question de temps. Un récit, ça se fait plutôt dans quel temps? Ça se fait dans une alternance qui est effectivement l'imparfait et le passé simple. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est ce qu'on appelle des temps du récit, mais c'est parce que les imparfaits, vont donner des actions qui sont longues, c'est la valeur des temps, quand le passé simple va donner des
actions ponctuelles. Il marchait dans la forêt quand il vit le loup. Il se trouvait dans son lit quand le cauchemar sortit. Il se trouvait dans son lit, c'est long. Le cauchemar sorti, action ponctuelle. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éléments qui sont, oui. Alors, les pronoms personnels, lesquels? Alors, ben, il y a des récits en jeu. Et l'histoire de personne. Alors, qu'est-ce que ça, si on élargit un petit peu, ça veut dire qu'il y a quoi dans un récit? Des personnage aussi, c'est personnel. Ça peut être personnel, oui, comme dit votre camarade, ça peut être autobiographique ou biographique. Mais si on élargit un peu, bah, dans un récit, il y a des personnages. Simplement des personnages. Si je prends ceci là, cette petite affiche, tutoriel de visioconférence, Polycom à l'ESPE de Franche-Comté. Ben, je vais vérification à faire au préalable, la caméra se branche, le micro de la salle est branché, le câble réseau gris, machin est branché. Maintenant, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage, pas un récit. Pour qu'il y ait un récit, ben, Maître Corbeau, Maître Renard, le petit garçon, le cauchemar. Alors, ces personnages, ils peuvent être effectivement à la première personne. Sherlock Holmes, les romans de Conan Doyle sont écrits à la première personne. C'est le docteur Watson qui raconte. Il raconte qu'il est l'adjoint de Sherlock Holmes, c'est lui qui le fait ceci. Et puis quand il parle de Sherlock Holmes, il se dirigea, etc. Quand il parle de lui, il dit je. Bon, il y a des personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique du récit? Alors le temps, on a déjà. Non. Qu'est-ce que, si vous dites, il y a des actions longues et des actions brèves. Conséquence de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve comme élément essentiel dans un récit qui ne se trouve pas, par exemple, là-dedans, ou qui ne se trouverait pas dans cette liste-là? Il faut se laver les mains, faut jeter ses mouchoirs. Bon, ben oui. Alors, il y a une situation, des situations qu'on appelle spatio-temporelles. Effectivement, un récit, ça se passe, fût-ce dans un lieu fictif, ça se passe tout de même quelque part. Il était une fois dans une forêt lointaine, il était une fois le temps, dans une forêt lointaine, le lieu. Il y a dans un récit présentation d'un temps et d'un lieu. Contrairement, par exemple, à la description. La description, si je vous demande, par exemple, de me décrire la Joconde, vous n'allez pas me dire, ben, il était une fois dans une rue d'Italie, une femme qui s'appelait Mona Lisa, qui se promène dans la rue, et puis elle rencontre un peintre, et le peintre lui dit, ben, est-ce que vous voulez que je vous peigne? Et puis elle répond, ben oui, et puis vous allez dire, c'est un portrait d'une femme, elle est assise, elle croise les mains, elle a un sourire énigmatique, dans le fond, il y a une petite rivière avec une colline, une description. C'est un inventaire. Voilà, c'est un inventaire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça. Un récit, en revanche, un récit, ça se place dans un temps particulier. Ça se place dans un temps particulier, un temps évolutif, ça peut durer des années, ça peut durer un instant. Et que font les personnages dans ce temps? Des événements. Pour qu'il y ait récit, il faut que dans une situation particulière, des personnages fassent des choses. Et il faut, dans l'idéal, qu'il y ait une situation finale, ça va vers quelque chose. Ça commence quelque part, c'est la situation spatio-temporelle,
et ça se succède jusqu'à un point final. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un récit? Eh bien, c'est un texte dans lequel des personnages évoluent dans un espace-temps. Il leur arrive des histoires avec une situation finale. Le petit chaperon rouge, il était une fois une mère qui dit à sa fille, va dans la forêt, puis elle va dans la forêt, puis elle voit le loup, puis elle va chez la grand-mère, puis elle se fait manger, puis elle se fait manger, et c'est tout dans la version de Charles Perrault, ou dans la version qu'on a maintenant plutôt pour enfants, un chasseur providentiel ou un bûcheron providentiel arrive, extrait la grand-mère et la fille du ventre du loup. Et ça finit bien. Donc ça commence quelque part, des personnages agissent pour aller à un endroit. Cette structure du récit, cette narration, c'est une capacité essentielle de notre environnement. Tout est récit dans notre environnement. Les films sont des récits, les livres sont généralement des récits. Nous avons partout, des personnages qui structurent notre imaginaire et structurent la civilisation. Ulysse commence quelque part, il finit à un autre endroit, il commence sur l'île d'Ithaque, il lui arrive tout un tas d'aventures, il va à Troie, après il revient, il erre d'île en île, rencontre des personnages, et puis il revient finalement dans son île d'Ithaque. Situation finale. Cette capacité à narrer, elle est essentielle dans notre civilisation, mais elle repose sur la capacité eh bien, à utiliser des temps, à créer des personnages, mettre en scène des personnages, à organiser un lieu dans lequel les histoires se passent, à structurer des événements les uns par rapport aux autres, et puis à arriver à la fin. Cette capacité-là, c'est plutôt de la capacité de langage d'évocation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle demande une chronologisation. Les événements, les temps et la situation elle-même spatio-temporelle, tout cela va évoluer sur la ligne temporelle. Donc, pour qu'un enfant puisse véritablement accéder à la notion de récit, il a besoin de construire au moins la temporalisation dans la structure, dans le langage d'évocation. Un enfant qui n'est qu'en langage de situation, il pourra vous dire des phases successives. Sinon, vous lui montrez une image, il va vous dire, eh bien, il mange le chaperon, et après, il aura une autre image qui viendra, il dira, elle a un pot de lait, un pot de beurre et un litre de lait, le bûcheron coupe du bois. L'enfant, il aura la capacité à dire des éléments successifs, mais il n'aura pas la capacité à les organiser. On y reviendra lors de mon prochain cours, mais il y a une activité que l'on demande souvent aux enfants, c'est, à partir d'images différentes prises dans un conte, de les remettre dans leur ordre chronologique. Voilà des images, laquelle est la première, laquelle est la suivante et laquelle est celle qui suit encore. Ça sert à quoi? Ça sert à construire cette chronologie. Et tant qu'on est en situation simplement, en langage de situation, on a une image, elle dit quelque chose, on a une autre image, elle dit quelque chose, elle dit autre chose, mais on ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien. Donc il n'y a pas de logique, comme un adulte sait le faire, entre les différentes images. Tout l'enjeu de la chronologisation, c'est d'être capable de passer de situation de description, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, à une situation de il était une fois, qui fait, qui suit, et puis, et ensuite, et alors. La conséquence de tout cela, c'est que les liens qui sont les liens d'un récit, et ça où il y a de la place, c'est des liens qui sont des liens chronologiques. Le lendemain, ensuite, après, par la suite, 3 jours après. C'est alors que c'est des liens chronologiques. Dans une description, au contraire, les liens, ils sont spatiaux. En haut,
On voit en bas, il y a, à droite, on trouve, à gauche, on aperçoit, dans une description, l'organisation elle est spatiale. Donc des liens spatiaux. Dans ce récit, les liens, ils sont chronologiques. Les événements se succèdent. Alors maintenant que vous savez ça, on peut regarder comment cet enfant, eh bien, il passe d'une situation où il ne maîtrise pas du tout le langage d'évocation ni le récit, il y en a une conséquence, à une situation où il le maîtrise. Pourquoi? Eh bien, parce que on va voir qu'en novembre, ces éléments-là ne sont pas acquis. Quand en mai, ils seront acquis. 6 mois plus tard, le long travail qui est celui de l'école maternelle, qui consiste à, par des rituels successifs, à placer l'élève dans une situation récite, va fonctionner. Donc, il était une fois, dit l'adulte, il était une fois un petit garçon. Que fait, je vais mettre ça en vert, adulte, et je vais mettre ça en rouge pour enfant. Que fait l'adulte? L'adulte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va créer la situation temporelle. Qui est-ce qui la prend en charge en novembre? C'est l'adulte. C'est l'adulte qui crée le lieu et l'espace. Il était une fois un petit garçon et il crée un des personnages, le garçon. Benjamin, qui avait peur d'un cauchemar, non mais pourquoi il se réveille? Et donc l'enfant crée quand même un des personnages qui est le cauchemar. Évidemment, il a quand même acquis par cette lecture, cette étude successive, un certain nombre d'éléments. Donc il y a une situation qui est mise en place par l'adulte avec le personnage central, l'enfant rajoute le personnage qui suit. Et comme il ne maîtrise pas un élément qui est essentiel, qui est la causalité et l'hypothèse, l'enfant est incapable de mettre en relation les deux événements. Non, mais pourquoi il se réveille? Et l'enfant se réveille parce qu'il fait des cauchemars, parce qu'il a peur la nuit. Une remarque, donc, c'est que l'enfant ne maîtrise pas l'hypothèse et la causalité. Il ne maîtrise pas l'hypothèse et la causalité. Ça se voit par quoi? Ça se voit par cette question qu'il pose. Pourquoi l'enfant il se réveille? Oui, il y a une situation où l'enfant se réveille, mais il ne sait pas du tout pourquoi. Et un des objectifs de l'acquisition langagière, c'est justement d'essayer de faire entrer les enfants dans les motivations des personnages ou dans leurs attentes. Pourquoi ils font ça? C'est la causalité. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'hypothèse. Un exemple tout simple, pourquoi le loup dit au petit chaperon d'aller chez sa grand-mère en faisant un détour? Discussion du loup et du chaperon, où tu vas chez ma grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Je lui apporte un pot de miel. Bon, ben, passe par ce chemin-là, tu verras, c'est plus court. Et puis en fait, c'est le loup qui prend le chemin le plus court. Alors pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que nous fabriquons un élément de causalité, un élément d'hypothèse. L'hypothèse, c'est sans doute que le loup veut arriver avant le chaperon. Et la causalité, c'est que puisque le chaperon prend le chemin le plus long, il arrivera après. Pourquoi est-ce que le loup ne mange pas le chaperon tout de suite dans la forêt? Le loup, il est sophistiqué dans sa tête tout de même. Hein. Le loup, il va aller se déguiser en grand-mère pour manger le chaperon alors qu'il la rencontre dans les bois. Il y a une logique un peu toute simple qui est que je la rencontre dans les bois, je la mange. Mais non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il entend le bruit des haches des bûcherons. Donc le loup entend quelque chose. Alors, ce quelque chose, quelle incidence ça a sur l'histoire?
Eh bien, il faut faire une hypothèse, comme le loup. Si je mange le chaperon tout de suite, ça va attirer les bûcherons qui vont me sauter dessus. Donc, il faut mettre en place un stratagème. L'enfant, qui se trouve dans une situation où il ne comprend que l'instant présent, il ne se projette pas dans les motivations des personnages et il ne se projette pas dans leur organisation les unes par rapport aux autres. Donc, on va essayer de lui faire raconter des histoires, de lui montrer la structuration de l'histoire, ça c'est pour la temporalisation, et puis on va essayer périodiquement de lui montrer que l'action que l'on a à un moment X, elle dépend d'un avant, elle conditionne un après, mais elle dépend aussi d'hypothèses et d'événements antérieurs. Donc, pourquoi il se réveille nous révèle le fait que l'enfant n'est pas capable de relier les épisodes les uns avec les autres. Donc l'adulte répond, pourquoi est-ce que l'enfant se réveille? C'est parce que l'enfant a décidé de combattre le cauchemar. Parce qu'il a décidé de se débarrasser du cauchemar. L'adulte, il amène une information supplémentaire. C'est donc, on va mettre ça dans les personnages, les motivations. Le pourquoi de motivation. Donc Benjamin, son ma et son papa et sa maman, il reste là tout seul. Oui, oui, il reste là tout seul. Mais s'il tire, il dit après, c'est toi qui m'as tiré un coup de fusil, il dit ça. Ce qu'il n'est pas capable de faire non plus, c'est la structuration des événements. Alors, on va le mettre... comment on va le mettre? On va le mettre en absence de structure. Puisque on a d'un seul coup, il tire, et on a un petit enfant, il tire. Enfin, il y a tout un ensemble d'épisodes avant. Donc l'absence de structuration des événements, elle est liée au fait qu'ils ne temporalisent pas. Il y a aussi des incompréhensions. Son ma et son papa, ils restent tout seuls. Oui, ils restent tout seuls. Ce n'est pas les parents qui restent tout seuls. C'est l'enfant qui est tout seul. C'est l'enfant qui est tout seul devant le cauchemar. Donc l'adulte, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Alors, on raconte l'histoire depuis le début. Ben, l'adulte, qu'est-ce qu'il essaye de faire? L'adulte, il essaye de chronologiser. Il essaie de repartir depuis le début pour essayer de lui faire retrouver les épisodes. On raconte l'histoire depuis le début. Alors, un jour, il se débarrassait du cauchemar. Et donc, l'enfant donne la situation finale. À la fin, il s'est débarrassé du cauchemar. Donc, l'enfant n'est pas capable, clairement, là, de placer les épisodes les uns après les autres. Donc, l'adulte chronologise. Et chronologise comment? Ben, c'est l'adulte qui met les liens de structuration chronologique. Alors, le cauchemar y arrive. Je sais, il y a d'autres cauchemars. Tu as raison. Alors, le cauchemar sorti du placard, c'est l'adulte qui amène les événements. Oui, c'est l'adulte qui indique comment les épisodes se succèdent. Il marcha. Comment? Il glissa dans la chambre. Il glissa dans la chambre. Alors, le petit garçon, de nouveau l'adulte chronologie avec les liens logiques. Alors, et puis amène les événements. Il va tirer un coup de fusil. Après, il pleure. Après, le cauchemar pleura. Et vous voyez que là, il y a un problème aussi sur les personnages. Je le mets en rouge. Problème sur les pronoms. En fait, c'est le cauchemar qui pleure. Ce n'est pas le petit garçon. Alors, le cauchemar se mit à pleurer, dit l'adulte. Avant, il tire un coup de fusil, il pleure. C'est le garçon qui tire, mais c'est le cauchemar qui pleure. Difficulté à s'exprimer sur les personnages. Voilà, alors le cauchemar se mit à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit, le petit garçon? Il dit arrête de pleurer, sinon tu vas réveiller mon papa et ma maman. Et là, sur cette intervention-là, il y a quand même une chose intéressante, c'est qu'il y a une hypothèse.
Il y a quand même la capacité, j'ai dit que c'était très difficile, mais il a quand même la capacité, on va le mettre ici, à fabriquer une hypothèse. S'il y a trop de bruit, alors il va se passer quelque chose. Il prend sa main, il l'emmène dans son lit, voilà, c'est fini. Donc, il est capable, l'enfant, de mettre la fin. Avec difficulté, mais enfin, il est capable de savoir comment ça finit quand même. Depuis le début, d'ailleurs, il avait tendance à mettre la fin. Donc, que fait l'adulte? Ben, l'adulte, il fait à peu près tout le récit, et il y a quand même quelques réussites de l'enfant. Il arrive à faire une hypothèse, il arrive à faire la fin, il arrive à faire l'apparition d'un personnage, mais enfin, c'est quand même pas des réussites fulgurantes au point de vue du récit, mais c'est lié à son âge. Pour son âge, bon, ben voilà. Si je prends la deuxième salle, qui est-ce qui prend en charge la situation initiale? Eh bien, c'est l'enfant. Situation spatio-temporelle, c'est l'enfance. L'enfant, non, c'est en... C'est l'enfant qui met la situation. Il était une fois un petit garçon qui avait peur du cauchemar. Et donc, il met en place aussi les deux personnages, garçon et cauchemar. Il sortit du placard et le petit garçon l'entendit glisser vers son lit. Chronologie des événements, elle est là. Après, les liens logiques, ils sont là aussi. Il se met toi au point du lit, sur le pied du lit, et le petit garçon va-t'en, et le petit garçon d'Isa va-t'en, va-t'en. Une remarque, c'est qu'il essaye, au point de vue de la cohésion, il essaye le style direct, avec un verbe. Il dit là, va-t'en, va-t'en. Bon, c'était pas le bon temps, mais. Car maintenant, je tire sur toi, car c'est la causalité. Après, bien logique, il tira, et puis il se mit à pleurer. Il y a toujours le problème des pronoms. Le problème des pronoms reste important. Et il dit, arrête, arrête de pleurer, tu vas réveiller mon papa et ma maman. Comme il arrêtait pas de pleurer, il le prend par la main et le met dans son lit. Et on a encore des hypothèses, mais aussi des causalités. Alors, une causalité comme tu vas réveiller mes parents, une hypothèse, et comme il ne s'arrêtait pas de pleurer, il le prit, la causalité, comme alors. Et puis il y a une dernière chose, c'est que il y a des tentatives de passé simple, il y a des imparfaits, et il y a des tentatives de passé simple qui, pour la cohésion, sont faux, il le nettoie, mais qui sont quand même, des tentatives, il dit ça, il le met. Alors, qu'est-ce que ça montre, cette comparaison-là? Ben, ça montre que, d'un côté, l'enfant, en arrivant en maternelle, il a un état de langage qui fait qu'on peut lui raconter des histoires, mais que ces histoires, il n'arrive pas à les chronologiser, ni à les comprendre finement, ni à savoir pourquoi les uns et les autres agissent. Causalité et l'hypothèse, ça permet de comprendre pourquoi on agit. Donc, il ne maîtrise pas cela, il ne maîtrise pas la chronologie, il ne maîtrise pas les personnages, et il ne maîtrise pas non plus la structuration des événements. Et puis, en fin d'année, une année unique de maternelle, eh bien, il maîtrise cela. Alors, je dis, et c'est là qu'une des indications de ce texte est importante, ce qui se dit, c'est qu'un enfant à qui, quand il a de 0 à 3 ans, à qui on raconte des histoires tous les jours, quand il arrive en maternelle, il a 1 an d'avance sur les autres. Et c'est valable à peu près sur toute la maternelle et le début du cycle 2. Un enfant à qui on raconte des histoires tous les jours,
a, au point de vue du langage, une avance d'1 an sur ceux à qui on ne raconte pas des histoires. D'où une indication qui est intéressante ici, qui est que c'est un quartier étiqueté ZEP. Alors, ça ne veut pas dire que ses parents ne racontent pas des histoires, mais ça veut dire qu'il se trouve dans un milieu vraisemblablement défavorisé, dans lequel peut-être l'accès au livre n'est pas forcément présente. Ou si j'inverse le principe, c'est qu'un enfant à qui on aurait raconté des histoires tout le temps, il serait entré en maternelle déjà avec cet état-là, avec une maîtrise du langage qui est supérieure parce qu'il est déjà accoutumé, pendant les premières années de sa vie, au langage. Le langage en situation, c'est des salves, c'est des éléments non reliés, c'est des éléments qui sont plutôt au présent et qui décrivent l'espace. Quand le langage d'évocation, il a cette capacité à organiser les éléments les uns par rapport. Quand on fabrique avec des cycles 3, avec des CM2, des récits, quand on leur demande de compléter une histoire, quand on leur demande d'écrire une histoire, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie cela. On vérifie leur capacité à créer une situation spatio-temporelle, à mettre des personnages, à qui il arrive des événements chronologisés, d'utiliser des temps, et puis aboutir à une situation finale. Structure du récit, elle est fixe. On la découvre en maternelle, mais on l'explore jusqu'à l'université. On l'écrit, en tout cas, c'est un des grands enjeux de l'écriture du cycle 3, 2 et surtout 3. Bon, est-ce que, à partir de là, une petite question intermédiaire, est-ce que cette production, elle éclaire pour vous la différence qu'il y a entre maîtriser le langage d'évocation ou pas? Ou, je formule encore un peu différemment la question, est-ce que vous avez compris ce qu'est un récit, à quoi on le reconnaît, et ce que sont les caractéristiques du langage d'évocation? Les caractéristiques du langage d'évocation, elles vont se manifester massivement et prioritairement dans la chronologisation des événements, et dans la capacité à relier les événements avec du temps, mais aussi avec des intentions, l'hypothèse, la causalité, les conséquences. Les événements se structurent dans le temps, mais ils se structurent aussi à partir des intentions des uns et des autres. Sur le récit ou sur le langage d'évocation ou en situation, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Bon, alors, progressons un petit peu. Le grand temps d'acquisition du langage d'évocation, le grand temps à l'école d'acquisition du langage d'évocation, c'est le temps de lecture, évidemment, mais c'est aussi le temps des rituels. Alors, on ouvre un nouveau chapitre dans ce cours sur le langage, l'acquisition du langage, qui est l'acquisition, un grand sous-titre, l'acquisition du langage. Acquisition du langage, un temps qui sera un temps de la découverte de l'album et un temps qui sera un temps de rituel. Mais avant cela, on va se faire une petite carte mentale. Mon cours, il est en 1, 2, 3. La lecture d'album, des rituels, et puis d'abord, carte mentale. La carte mentale. Oui.
Langage agricole, c'est dedans. Oui, c'est soit un nouveau titre, c'est une nouvelle partie, soit c'est dedans. Vous mettez un petit grand B, grand A, ce serait langage d'évocation évocation et situation, et puis grand B, acquisition du langage, ou alors vous faites un nouveau titre, acquisition du langage en 3 petits temps. Une petite carte mentale donc sur le langage à l'école maternelle. À quoi sert le langage à l'école maternelle? Il y a finalement trois grandes directions dans son usage. C'est tout d'abord un outil de communication interne en quelque sorte à l'école, un outil de communication de la vie de classe. Un outil de communication de la vie de classe. En effet, pourquoi est-ce qu'on parle? Eh bien, en flèche, on partir de là. Pourquoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle pour vivre ensemble. On va faire parler les élèves et on va les mettre dans des situations de langage pour raconter ce qu'on fait collectivement. On va demander à tel groupe de dire ce qu'il a fait en atelier par rapport à tel autre groupe. On va demander à des élèves, à différents moments, d'exprimer en langage de situation ou en langage d'explication ce qu'on a fait ou ce qu'on est en train de faire. Donc, le vivre ensemble. Autre élément, le travailler ensemble. Les élèves vont parler les uns avec les autres, vont parler à l'enseignant va parler pour se répartir les tâches, pour énumérer les objets dont on se sert. On a des perles, on a une ficelle, on a un algorithme. Alors, on n'appelle pas ça un algorithme, on appelle ça un modèle. Hein, vous avez vu avec M. Rousset ce que c'est qu'un algorithme, vous avez vu ça. Vous avez un cube bleu, un cube vert, un cube bleu, un cube vert, un cube bleu, un cube vert. Voilà, on reproduit l'algorithme vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu. Plus compliqué, deux verts, un bleu, deux verts, un bleu, deux verts, un bleu. Bon, c'est l'apprentissage de la régularité. Pourquoi est-ce qu'on communique? Pourquoi est-ce qu'on fait parler? Eh bien, pour travailler ensemble. Pourquoi encore? Eh bien, pour exprimer des réponses à des consignes diverses. On interroge un élève ou plusieurs élèves, lesquels élèves vont dire, vont compter leurs camarades, vont dire combien il y a d'absents, vont répondre à une question ponctuelle. C'est le loup. C'est un loup. Ça fait peur. Bon, voilà. Répondre à des questions ponctuelles. Partager, autre élément, partager des expériences. On fait parler les élèves sur leur interaction avec le reste du monde. Ce qu'ils ont fait avant de venir, ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont déjà vu, ce qu'ils savent aussi. Ça, c'est véritablement du langage d'évocation. Et parler de son vécu, c'est parler d'éléments qui sont emmagasinés antérieurement et qu'on essaie de faire revenir. Quoi d'autre encore dans ce langage? Parler de soi, des émotions, des impressions, soi en général, de soi. Quel effet fait, quel effet produit tel ou tel élément.
une image, un loup, une marionnette. Qu'est-ce que l'enfant en pense? Ses émotions, ses impressions, son vécu sur cette dimension-là, parler de soi. Cette forme de langage en outil de communication, il faut voir que son objet, c'est de mettre les élèves dans des postures où parfois ils se trouvent dans l'enrichissement du langage en situation, c'est-à-dire qu'on les fait parler de choses de plus en plus complexes, mais avec des supports qui les aident, donc aux structures de langage en situation, ou de les faire parler dans des situations de langage d'évocation. Par exemple, le vivre ensemble, sur ce qu'on est en train de faire collectivement, sur ce que l'on va faire, sur dire l'instant présent de ce que nous faisons, peut se faire avec des supports ou sans support, peut se faire avec une interaction ou sans interaction des uns avec les autres. Ça peut être plus ou moins difficile, ça peut être plus ou moins conceptuel, ça peut plus ou moins être un enrichissement du vocabulaire ou plus ou moins être la remémoration d'éléments, d'ajout d'éléments sur ce qu'on fait ensemble à l'instant. De travailler ensemble, ça peut être ce qu'on fait tout de suite, mais ça peut être ce qu'on vient de faire aussi, donc du langage d'évocation. Même chose pour les différents éléments. Et les élèves, ils vont maturer au cours de l'école maternelle. Et certains resteront longtemps sur des situations de je dis le présent, est-ce que je fais, quand d'autres passeront directement plus rapidement, disons, dans des situations hypothético-déductives. Donc, hypothèse, causalité, langage d'évocation. Il faut donc mettre les élèves dans toutes sortes de situations de communication de ce type-là, en évocation, en situation, pour les aider à progresser dans cette dimension-là. Autre élément, c'est un outil d'apprentissage. Le langage est un outil d'apprentissage. Alors, évidemment, c'est un outil disciplinaire, mais au sens pluriel, je mets un S au bout. Le langage, ça sert à apprendre les maths, ça sert à apprendre la motricité, ça sert à apprendre les sciences, ça sert à apprendre, voilà. C'est le sens que les programmes donnent à langage. Vous avez lu, je suppose, les programmes, vous avez vu que dans les différentes parties et années, il y a des socles, et ces socles renvoient à des langages. Les langages, la maîtrise des langages, langage des mathématiques, langage des sciences, langage des arts, pas simplement donc la maîtrise plus simplement de la grammaire, de l'orthographe du français, mais les langages des différentes disciplines. Le langage va servir aussi à expliquer. Expliquer. Mettre les élèves dans des situations d'expliquer ce qu'ils voient, langage plutôt en situation, mais d'évocation aussi, parce qu'il faut trouver des arguments, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils doivent faire. L'explication, c'est vraiment une activité de causalité. Donc, c'est vraiment au cœur de langage d'évocation. Commenter, de retomber sur le partage d'expérience. Commenter, formuler des idées. Ces idées, ça peut être des hypothèses, ça peut être l'expression de soi, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais placer l'élève dans cette situation où il doit énoncer et expérimenter par le langage sa communication avec les autres. Et puis enfin, troisième grand
éléments, non pas outils d'apprentissage, mais objets d'apprentissage. Le langage comme objet d'apprentissage. Analyser le fonctionnement de la langue, poser des questions aux élèves sur les mots, poser des questions aux élèves sur les accords, poser des questions sur le sens des mots. On parle sur la langue, nommer les objets, les objets de la langue. Ça, c'est un mot, ça, c'est un nom, ça, c'est un son. Jouer avec les sonorités de la langue, c'est tout ce qui relèvera de phonologie. Jouer avec les sonorités, et jouer avec les structures. Oui, avec les structures. Où est-ce qu'on met un adjectif? Où est-ce qu'on met, dites-moi. Donc, les objets de la langue. La langue, c'est-à-dire repérer que il y a des noms, ça renvoie à des omnimots, il y a des noms, ça renvoie à des objets, il y a des adjectifs, ça renvoie à des manières, rapides, lents. Il y a des adjectifs, ça renvoie à des couleurs, bleu, vert, jaune. Si on était dans nommer simplement le monde extérieur, on serait plutôt à la fois dans le disciplinaire, on nomme les objets de la nature, on nomme les objets de la cuisine, ou on serait dans ce qui relèverait peut-être, oui, non, c'est plutôt là. Nommer les objets, ce serait là. Quand je dis disciplinaire, il y a les sciences, mais il y a aussi tous les champs. Nommer les objets que l'on trouve dans une rue, un trottoir, une route, un lampadaire, c'est un champ qui est celui de la vie quotidienne. On apprend par le langage le champ de la vie quotidienne. Donc, construire un parcours de langage pour les élèves implique de distinguer les différents usages que l'on voudra faire de la langue pour manipuler ces deux grandes dimensions qui sont le langage en situation, le langage d'éducation. Ça sert à apprendre. C'est un sujet d'apprentissage en soi, le langage, et c'est un outil de communication. Des remarques, des questions. Pour le deuxième point, le grand lieu d'expression de ces éléments-là, c'est le temps des rituels et c'est aussi le temps découvert des albums. Le temps des rituels. Si je structure un petit peu mon école maternelle, 8h40, 9h grand maximum, on a là un quart d'heure, 20 minutes. C'est un temps au cours duquel on va rassembler les élèves dans un coin particulier de la classe, qui est le temps donc, de rassemblement, le coin de rassemblement. Et dans ce temps de rassemblement vont s'exprimer, vont se réaliser tout un ensemble d'activités ritualisées, donc toujours identiques. Rituel, c'est ce que ça veut dire. Rituel identique, ça vient d'un mot latin qui est ritus, qui est la manière de faire.
la manière de faire, le rite. Donc, on parle de rite religieux, très souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un rite religieux? C'est une manière de faire l'acte religieux. On a des rites quotidiens. Quand on se lève le matin, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. On fait toujours ça. C'est un rite. C'est une manière de faire répétée. C'est une manière de faire normalisée. Donc, une phase d'activité normalisée qui ont des objectifs et qui sont des objectifs essentiellement langagiers. Qu'est-ce qu'on fait comme type de rituel dans cette salve-là? On fait tout d'abord une salve qui relèvera de les présences et les absences. L'enseignant est complètement libre de faire les rituels qu'il veut. Hein. Pas de liste précise de rituels à faire ou à ne pas faire. Enfin, il y a des rituels qui sont plus ou moins efficaces par rapport à d'autres. Présence, absence. Alors, la grande idée que je vais développer dans cette partie sur les rituels, c'est qu'en fait, les rituels ne servent pas du tout à ce à quoi ils ressemblent. Ils ne servent pas à ce à quoi ils ressemblent. Quand on dit qu'on fait des rituels sur les absences et les présences, ça ne veut pas du tout dire qu'on essaie de savoir qui est présent et qui est absent. Parce que ça, d'un simple coup d'œil, un enseignant doit le savoir qui est absent ou qui est présent. Non, ce à quoi ça sert à faire entrer les élèves dans des formes de langage. Donc, il faut penser que ce n'est pas du tout une activité de qui est là, qui n'est pas là, mais c'est une activité de parole. Une activité de parole. Alors, je vais vous la mettre en situation. Cette situation de parole, pour ceux qui n'ont pas fait de stage en maternelle, vous voyez à quoi ça ressemble, et puis ceux qui en ont fait, que vous compreniez ce qu'il fallait faire si ce n'était pas ça qui était fait. En entrant là tout à l'heure, vous avez tous pris une petite étiquette, et sur cette étiquette, il y a marqué, alors peut-être éventuellement si vous êtes en petite section de maternelle, votre photo, mais il y a marqué votre nom. Ce nom, il est en majuscule, et ce nom, il a des particularités graphiques. Si vous êtes en maternelle petite section, si vous êtes en maternelle moyenne section, il aura peut-être l'initiale d'une couleur différente. Et donc, vous avez un outil quelconque, la maison des présents. Voilà, c'est un bout du tableau dans lequel vous avez, en tant qu'élève, mis votre étiquette pour montrer que vous êtes là, qui correspond à une maison des absents, dans lequel on mettra ceux qui ne sont pas là. Ça peut être un simple point du tableau, ça peut être des pochettes dans lesquelles on range les étiquettes. L'objet de l'élève, son apprentissage rituel, c'est d'arriver et c'est de mettre son étiquette en tant que présent. Commence à partir d'une fois qu'ils sont rassemblés, commence cette activité rituelique qui consistera donc, présence-absence, mais qui consiste à faire entrer les élèves dans un système hypothético-déductif. Il reste deux étiquettes. Il y a deux absents. La question, c'est qui c'est? Qui sont ces deux-là qui sont absents? Et les élèves, ils ont des stratégies pour pouvoir savoir qui sont ces deux absents. Et l'objet, c'est que au terme d'une année, au terme de 2 années, au terme de 3 années, tous les élèves puissent jouer sur des stratégies différentes quand ils sont confrontés à du langage écrit. Il y a une réponse qui peut arriver, c'est qu'ils nous disent que c'est Florent qui est absent, par exemple, parce qu'il n'est pas là. Ils sont 25, ils commencent à se connaître. Il y en a qui dit, c'est Florent, il n'est pas là. Si votre élève vous dit que c'est Florent parce qu'il n'est pas là, ça veut dire que votre élève, il est dans une capacité qui est une capacité de sociabilisation, de sociabilité, si vous préférez. Il a compris une chose, il a compris que on est un groupe
que dans ce groupe, il y a des éléments, et que les éléments, eh bien, ils se repèrent les uns ou les autres. Et ça, c'est une phase du développement des enfants. En maternelle, les enfants, ils sont seuls dans leur tête, mais ils sont aussi seuls dans la classe, mais ils sont aussi seuls euh, en permanence les uns par rapport aux autres. À la rigueur, ils sont fusionnés avec leurs parents, mais ils n'ont pas conscience du reste du monde. Un enfant, ça veut quelque chose, ça le prend. S'il y a quelqu'un qui le tient déjà ce quelque chose, il va se faire bourrer, il va se faire pousser, il va se faire éliminer. Les élèves, ils sont tout seuls. Ces activités de sociabilisation rituelique, ces activités rituelles, eh bien, ils ont comme objet aussi de leur faire comprendre qu'ils sont dans un collectif, prendre conscience des différents éléments du collectif. Donc, un élève, s'il vous dit, bah, j'ai vu que Florent n'était pas là, cet élève-là, il a pris conscience du monde extérieur. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. La deuxième réponse que peut vous faire un élève, c'est que c'est Florent ou Sandra qui n'est pas là, eh bien, c'est parce qu'il a repéré une lettre. Ça veut dire c'est Florent qui n'est pas là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a la même lettre que moi. Il s'appelle Fabien, il s'appelle Rouge, il s'appelle comme vous voulez. Bon, bref, l'élève a repéré que celui qui n'était pas là avait un point commun avec lui par discrimination. Alors, la grande question, c'est pourquoi? C'est comment tu le sais? Un élève qui vous dit c'est Florent qui est absent, ce qu'il faut lui répondre, c'est comment tu le sais? S'il vous dit c'est parce qu'il n'est pas là, sociabilité. S'il vous dit c'est parce qu'il a la même lettre que moi, ben, ça veut dire que il a pris conscience d'une lettre dans son prénom, donc une lettre qui lui est propre. Il a pris conscience d'une lettre qui lui est propre. Il a une capacité à discriminer cette lettre, c'est-à-dire le différencier des autres. Prendre conscience qu'on a une lettre à soi, c'est une affaire, mais savoir le reconnaître donc d'autres circonstances, ben, c'est une autre capacité. Donc, il a pris conscience qu'il y a une lettre à lui, il est capable de discriminer cette lettre, et il est capable, vraisemblablement, de la sonoriser. Parce que s'il s'appelle Fabien, et puis c'est que c'est Florent qui est absent, c'est parce qu'il est passé de feu, de F à feu, et qu'il s'est dit qu'est-ce qu'il y a en feu? Éventuellement Fabien, Francis, Férouz, j'ai dit tout à l'heure, ou quelque chose. L'élève vous donne une réponse. La réponse n'a aucun intérêt en soi, parce que vous savez qui est absent. Vous savez qui est absent. Donc, vous en foutez, vous, qui est absent. Mais par contre, cet exercice-là, c'est un moment dans lequel les élèves vont travailler leur capacité en langage en situation. Langage en situation, j'ai un objet, quelle relation il a avec le monde? Quelle déduction je peux faire entre cet objet et le monde dans lequel je suis? Quelle causalité y a-t-il entre cet objet qui est là, dans la maison des absents, et le monde tel qu'il est en ce moment? Capacité à interagir avec les autres. Et puis, en allant plus loin, si c'est par la lecture ou par la déduction que l'élève arrive à savoir qui est absent, ben c'est Sandra parce qu'elle a le S, elle a ma lettre à moi, parce que ben, comment il sonne cette lettre? Qui d'autre l'a, cette lettre? Capacité à sonoriser les lettres, capacité à discriminer. Un enseignant à qui un élève dirait ben, c'est Florent et Sandra, et puis qui dirait oui, c'est là, c'est ces deux-là, passons à autre chose, n'aurait pas du tout compris à quoi sert cette activité-là. Cette activité-là, elle ne sert qu'à fabriquer des questions. Et ça, c'est peut-être l'idée que vous devez garder d'abord prioritairement pour aujourd'hui. Les rituels, leur utilité, c'est fabriquer des questions, produire des réponses
trouver des argumentaires. Le rituel, c'est une situation qui permet à l'enseignant de fabriquer des questions. C'est un ensemble d'activités dans lesquelles l'enseignant place les élèves pour leur poser des questions. Les élèves, eux, se trouveront donc dans une situation où ils devront produire des réponses. Et les réponses qu'ils produisent doivent être argumentées, doivent s'appuyer sur des argumentaires. Et en fonction des argumentaires que mettent en place les élèves, eh bien, vous savez quel est leur degré de maîtrise du langage, d'évocation de situation. C'est Florent qui est absent, comment tu le sais? Il a la même lettre que moi. Bon, ben, va nous chercher ton étiquette. L'élève arrive avec sa propre étiquette, il s'appelle Fabien. Bon, voilà. Oui, effectivement, vous voyez tous les autres, ceux qui n'ont pas cette lettre-là, vous voyez, votre camarade est l'absent, ils ont la même lettre au début. Alors, cette lettre, comment est-ce qu'elle sonne? Pas bien, elle sonne feu. Donc, quand on voit ça, ça fait du feu. Qui est-ce qui a ce feu? Machin. Alors, on va chercher dans l'étiquette. Machin. Machin, plutôt. Machin. Il a son étiquette. Donc, on met l'étiquette. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est une activité dans laquelle on place les élèves devant un problème. Et ce n'est pas la réponse qu'on veut. Ce n'est pas du tout la réponse. Ce qu'on veut, c'est la fabrication d'argumentaires. Même chose sur Sandra. Pourquoi c'est Sandra? À cause du fait qu'il y a quelque part une réponse à trouver, un argumentaire à fabriquer. Donc ce rituel sur les présences et les absences, c'est l'expression du langage d'évocation, c'est l'expression de la relation hypothético-déductive, mais c'est aussi, et c'est là que c'est intéressant en français, c'est l'entrée dans l'écrit. La deuxième grande activité des rituels, c'est le nombre des absents. Combien sont les absents? Ils sont 3 là. Combien y a-t-il d'absents? Et là aussi, ce n'est pas du tout d'obtenir le résultat. Il y en a 3. Mais c'est d'entrer dans le langage mathématique. Dans ma carte mentale, il y avait un deuxième champ, qui était le langage comme outil d'apprentissage. Les mathématiques sont un outil d'apprentissage aussi. Il y a un langage mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on attend avec ces 3 objets? On attend des compétences de transfert. Compétences de transfert. Quelles compétences de transfert? On attend tout d'abord la capacité à les isoler. Qu'est-ce que j'entends les isoler? À dire que ça, c'en est un, ça, c'en est un, et ça, c'en est un autre aussi. Il y a une unité, une autre unité, une autre unité. La capacité à les transférer. J'ai 3 étiquettes. 3 étiquettes. Si je devais symboliser avec mes stylos, il en faut combien? Si je veux transférer les étiquettes en stylo, comment je fais? Est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça fait tout ça? Ça, c'est une capacité. Une capacité des élèves d'associer un objet avec celui-là, un autre objet avec celui-là, un troisième objet avec celui-là. Donc, à quoi ça sert de compter les absents? Ça sert à énumérer. Il y en a un, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Ça sert à transférer. Transférer sur d'autres objets. Sur des stylos, sur des briques de Kaplan. Ça sert à transférer sur les doigts.
Ça fait combien de doigts? Ça et ça. 1 et 1. Ça fait ça. Ça fait aussi celui-là. Ça fait aussi celui-là. Ça fait un là, un là, un là. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Oui, ça peut faire ça. Et ça peut faire aussi ça. Ça peut faire aussi 2 là et un là. Et la capacité à gérer le corps. Transférer sur des objets, transférer sur des doigts, transférer sur les formes du dé. C'est celui-là. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Transférer sur la suite numérique. Ça, ce sont des compétences qui sont des compétences à acquérir, mais aucune d'elles n'est logique. Aucune d'elles n'est naturelle. Un dé, c'est une fabrication humaine. Il a une logique humaine, mais en soi, il faut apprendre sur comment on s'en sert. Donc les dés, forme sur les dés, c'est un transfert. Et à chaque fois, l'idée, c'est l'explication. L'explication. Pourquoi est-ce que ça fait bien 3 comme ça? Ben, c'est parce que là, il y en a un, ça correspond à cette étiquette-là. Là, il y en a un, ça correspond à cette étiquette-là. Et puis enfin, la suite numérique. 1, 1, 1, ben, ça fait 3. 1, 1, 1, ça fait 3. 1, 1, 1, 1, ça fait 4. Et on en rajoute 1, 1, ça fait 6, etc. Suite numérique. Et je vous rappelle que l'école maternelle, elle va jusqu'à 10 dans la suite numérique. Elle va jusqu'à 10. D'où, et ça, c'est monsieur Rousset qui vous expliquera plus la chose, mais dans les 5 ans qui viennent de passer, on est passé d'un système dans lequel on faisait plutôt compter les élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ce qui est extrêmement difficile et qui ne sert à rien, parce que ça sert à apprendre la suite numérique, mais enfin, ça demande à maîtriser tous les chiffres, à un système plutôt par pyramide. C'est-à-dire que là, vous avez le nombre complet des élèves, c'est des Legos. Alors, combien sont absents? Ben, on en note un, on en note un, on en note un. Donc, combien il y en a d'absents? Ben, il y en a un là, un là, un là. Et on transfère sur des Legos, sur des colonnes de Lego. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de passer sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, mais on travaille véritablement la suite de 1 à 10, ce qui est dans les programmes de l'école maternelle. Rituel, rituel qui est là, qui n'est pas là, rituel de langage, de transfert hypothético-déductif, le nombre des absents et des présents, ça a des fonctions mathématiques, apprentissage du langage mathématique, mais c'est du langage d'évocation aussi en permanence. Rituel suivant, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, c'est le jour. Et là encore, savoir qu'on est lundi ou qu'on est mercredi, on s'en fout comme dehors. On s'en fout complètement. C'est le raisonnement qui aboutit à cette déduction qui est importante. Comment l'élève, on le place dans une situation dans laquelle il doit construire des argumentaires, donc c'est du langage, mais c'est aussi de la réflexion, du langage d'évocation. Comment on construit des argumentaires pour obtenir l'information de quel jour on est. Alors, quels outils est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on a comme outils pour fabriquer cela? Ben, on en a toutes sortes. Là, les enseignants ont aussi une grande liberté de choix. Donc, les deux les plus habituels, c'est soit des camemberts, des horloges, soit des petits trains des jours, ou alors la chenille des jours. Un jour à chaque fois, et on se positionne. Là, c'est une flèche qu'on va positionner.
où là, c'est un personnage quelconque qu'on va positionner sur le genou. À quoi ça sert? Pas du tout à dire quelle journée. Ça sert à créer la chronologie et l'argumentaire qui va avec. Quel jour on peut bien être? Eh bien, est-ce que hier nous étions ensemble? Que hier nous étions ensemble. Ben, un élève qui en engage aux situations, il ne sait pas. Il ne sait pas puisqu'il vit dans l'instant présent. Un élève qui commence à construire le langage d'évocation, il dira, ben non, hier on n'était pas ensemble. Donc ça fait quelle hypothèse? Quels sont les deux seuls jours où la veille on n'était pas ensemble? Ben, c'est jeudi ou c'est lundi. Et l'année prochaine, vous n'aurez vos élèves que le lundi. Donc, ça réglera le problème de ce point de vue-là. S'ils sont avec vous la veille, c'était on est soit le mardi, soit le jeudi, le vendredi, pardon. Mais l'année prochaine, de toute façon, ce sera le jour où vous serez là. Donc, ce sera lundi. Mais pour construire bien la chose, on construit un raisonnement. Est-ce qu'on était ensemble hier? Oui, non. Donc, on est soit lundi ou jeudi, soit mardi, soit vendredi. Quel autre argument on peut trouver? Quel autre argument on peut trouver? Eh ben, on essaie de faire fabriquer aux élèves des informations, des arguments pour dire la localisation de cette journée-là dans la semaine. Qu'est-ce que vous faites le mercredi? Il a dit, ben, le mercredi, je fais ceci. Est-ce que tu as fait ça aujourd'hui, hier? Si oui, c'est qu'on était mercredi, donc on est jeudi. S'il ne l'a pas fait, ben, c'est qu'on n'était pas mercredi. Donc ça veut dire qu'on est lundi. Hier, c'était dimanche. Là encore, savoir quel jour on est n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est de fabriquer un discours qui nécessite le langage d'évocation. Bon, je repartirai là-dessus la prochaine fois.